Salut à tous, on se retrouve avec Stéphane aujourd'hui. On va vous parler du Grand Slam Track, la deuxième édition qui a eu lieu donc à Miami ce week-end. Il y avait eu Kingston il y a un mois, il y aura Philadelphie le mois prochain et au fin du mois de juin il y aura Los Angeles pour clôturer cette compétition, ces quatre compétitions, ce circuit de Michael Johnson. Installez-vous bien, on vous parle de ça dans la chambre d'appel. On your marks. Je vous avais promis des palmiers, du soleil, du vent d'eau. On a tout eu. On a eu des super performances. On vous l'avait annoncé sur une piste que moi j'ai trouvé franchement un peu champêtre. On va pas se mentir. C'est sur un petit stade. On a eu l'habitude de voir des grands stadiums avec la Diamond League, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Là, on était plus sur un petit stade de 4-5 000 places, très peu rempli. Mais par contre, la piste, on vous l'avait dit, c'était une piste ultra rapide. On s'est pas trompé, il y a eu des perfs de fou avec beaucoup de meilleures performances mondiales de l'année, voire des très très gros chronos. Moi personnellement, j'ai adoré, j'ai préféré cette ambiance-là et cette réalisation à Miami qu'à Kingston en Jamaïque où on avait été avec Alex un peu déçus sur cette organisation, mais là franchement, ils ont remonté la barre un peu plus haut, mais c'est pas tout à fait ce qu'on attend, on attend encore un peu mieux. Ouais, franchement, quand on regarde le premier jour de Kingston et le dernier jour de Miami, donc il y a eu 6 journées de Grand Slam Track en tout. Franchement, on peut voir une nette évolution et c'est cool. Ils avaient déjà évolué à Kingston entre le premier et le troisième jour. Là, pareil, ils ont encore évolué à Miami entre le premier et le troisième jour. Nous, la première chose qu'on attendait, c'était qu'ils indiquent le vent sur les courses de sprint notamment. Ça a été pas fait au tout début. Mais j'ai vu le dernier jour, c'était incrusté sous le chrono, sous la perf du vainqueur. Et ça, c'est la moindre des choses. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus logique et de plus normal. Quand on voit une performance directe, on veut la relativiser ou au contraire exploser de joie en voyant le vent pour comprendre et un peu estimer ce que ça pourrait valoir avec moins de vent, plus de vent. Voilà, c'est un peu les réflexes qu'on a nous passionnés d'athlétisme. Donc voilà, ça a été mis à jour. C'est cool. Le cadre était un petit peu champêtre, hein, on va pas se mentir, Stéphane. Ça faisait vraiment compétition universitaire. Surtout nous qui avions regardé la deuxième étape de la Diamond League samedi en Chine et Xiamen, la première étape de la Diamond League le week-end d'avant, dans des gros stades, 50 000 places, 30 000 places pour la deuxième édition. Là, c'était 5000 places, voilà, il y avait des palmiers, tu l'as dit, donc ça faisait un petit peu floridien, c'était cool, mais ça fait un peu champêtre. T'en as pensé quoi, toi, Steph? Ouais, effectivement, il en manque encore. Moi, j'étais un peu déçu du show des athlètes. Alors, les athlètes en eux-mêmes ont mis le show, pas de souci. C'est bien, ils sont au cœur du projet, c'est eux qui courent. Mais par contre, la réalisation, il manque encore des choses. Moi, j'aurais voulu voir des avions, j'aurais voulu voir des feux d'artifice. J'ai envie de voir des étincelles à l'arrivée. On a même vu qu'en Diamond League, ils le font très rarement. Là, à Kekao, il l'avait fait. Sur les fins de course, il mettait des étincelles. Ça rend quelque chose de vraiment bien. Par contre, la piste est rapide, les athlètes, ils ont mis le show, on l'a dit, ils sont là pour l'argent et il y en a qui ont pris beaucoup d'argent, jusqu'à 100 000 dollars pour certains, on va le voir de suite. Par contre, je suis d'accord avec toi, ils nous ont écoutés, ça c'est bien, j'ai l'impression que beaucoup de monde nous écoute sur nos podcasts et ça fait plaisir. Non, franchement, ils nous ont écoutés, ça c'est bien. Par contre, il y a quelque chose qui s'est passé en entrée. La première image, il y a eu deux images un peu fortes. La première image quand même, c'est la blessure de Sirena Samba, on va y revenir. Mais la deuxième image, c'est quand même Fred Kerley qui c'est de l'extra sportif. Alex va nous en dire un peu plus, mais franchement, c'est pas du show à l'américaine là. C'est Bah si, justement, c'est du show à ouais. l'américaine. Là. On est en plein dedans. On l'avait vu déjà il y a quelques semaines, quelques mois, se faire taser dans les rues de Miami, déjà. Il était alcoolisé, je crois, Fred Kerley, et voilà. Et je sais pas ce qu'il fait. Il doit avoir des problèmes peut-être avec l'alcool, peut-être des problèmes extra-conjugaux ou avec avec des femmes, parce que là, a priori, il s'est battu la veille du Grand Slam Track à Miami avec le petit ami d'une athlète. Donc on sait pas qui est cet athlète par contre, mais voilà, il s'est battu. Donc on imagine que c'était une histoire qui devait tourner autour d'une femme, certainement de dragouillage, de peut-être un peu plus. Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus que ça, mais en tout cas Fred Kerley, il a fait parler de lui, mais pas de la bonne façon ce week-end. On aurait préféré le voir sur la piste, lui qui parle beaucoup dans les médias et qui s'annonce comme futur recordman du monde.
je l'ai vu aussi la semaine dernière. Il y a Noah Lyles qui a réagi aux propos de Fred Kerley, qui disait tant qu'il parle, lui, mais j'aimerais bien qu'il soit meilleur sur la piste. Bref, ils se montent un petit peu la tête les deux. Là, c'est assez rigolo. Bah là, il a pas pu s'exprimer sur la piste, Fred Kerley, et nous, on est triste parce que c'est un athlète qu'on prend plaisir à voir, qui a une belle palette en plus, qui peut faire 100, 200, 400 et être très performant. Donc, on aurait préféré le voir sur la piste que derrière les barreaux. Non, ouais, non, c'est complètement dommage de commencer un peu ce grand slam track par ça, mais il fallait qu'on vous le dise, parce que Fred Kerley, c'est un grand champion. Et est-ce qu'il va de nouveau être invité au Grand Slam Track? C'est aussi la question. Franchement, moi j'espère ne pas le revoir au Grand Slam Track. S'il se passe des choses comme ça, je pense que c'est pas bon. Même si c'est de l'extra sportif, il a une image maintenant, c'est un personnage public. On le sait, il y a des gamins qui regardent ses courses. Il faut qu'il soit quasiment irréprochable. Mais par contre, je reviens sur Serena Samba, là ça m'a fait énormément de peine. On l'avait on ne l'avait pas vu à Kingston, elle était annoncée sur la première étape du Grand Slam Track en Jamaïque. On l'avait dit, on savait pas trop. Moi, j'avais quelques doutes aussi. Et là, franchement, on la voit de suite en béquille. C'est quasiment la première image du Grand Slam Track, blessée. Non, je suis vraiment déçu de pas la retrouver après être vice-championne olympique l'année dernière au JO à Paris. Ouais, c'est sûr, Serena, là, c'est un peu dommage pour elle. Elle avait réussi à ne pas trop souvent se blesser, à faire une belle année 2024. Et là, on a l'impression que cette année, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que c'est le contre-coup de l'Olympiade précédente? Est-ce que c'est le changement aussi encore d'entraînement qui la perturbe? Après, elle s'entraîne avec l'entraîneur de Gabi Thomas, le groupe ça perf, hein. Il y a Tia Jones dans le groupe, on va en parler tout de suite là, qui a très bien perfé ce week-end. Il y a Gabi Thomas qui a très bien perfé ce week-end. Et Serena, malheureusement, ok, on l'a vu en béquille, mais je crois savoir que c'est juste des crampes qu'elle aurait eu, des grosses crampes. Donc peut-être pas forcément une blessure. Alors est-ce que c'est de l'info, est-ce que c'est de l'intox? On sait pas. De toute façon, on verra bien si elle est alignée sur des compétitions prochainement, mais on espère pour elle que c'est pas grand-chose et qu'elle a juste fait preuve de prudence. Parce que, en tout cas, malheureusement pour elle, elle a raté la course du siècle sur le 100 mètres haies dans des conditions idéales, et le vent plus 2.00, c'est à se demander s'ils n'ont pas un petit peu trafiqué pour homologuer les résultats. On vous laissera nous répondre à ce sujet-là dans les commentaires. Mais voilà, Masai Russell, championne olympique, 24 ans, 12 secondes 17. C'est la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps, à 5 centièmes du record du monde de Toby Amusan, 12-12. Et voilà, ça nous suffisait pas, ça. Tia Jones qui finit deuxième en 12-19, troisième meilleure performance mondiale de tous les temps, devant l'ancien record du monde de Kendra Harrison qui était de 12-20, c'est-à-dire que Kendra Harrison, elle est passée de recordwoman du monde à seulement après recordwoman des États-Unis, et maintenant elle est même plus que troisième des américaines de tous les temps. Donc, alors qu'elle était dans la course en plus, ça a dû lui faire bizarre à Kendra Harrison. Mais voilà, course exceptionnelle, conditions exceptionnelles. C'était la première course du Grand Slam Track vendredi soir. Ça a vraiment lancé sur les chapeaux de roue ces 3 jours de compétition. Ouais, Masai Russell, elle a 24 ans. Je vous l'avais dit, cette génération, c'est une génération dorée aux États-Unis qui va exploser tous les records. C'est la deuxième meilleure performance de tous les temps, derrière des filles qui ont énormément d'expérience. Mais attention à l'américaine Tia Johnson, qui a fini deuxième de la course en 12 secondes 19. Par contre, moi, j'ai été un tout petit peu déçu, je vais vous le dire, de cette réalisation aux États-Unis du Grand Slam Track. Je n'ai pas compris. On allume la télé, on voit la start list, c'est super, c'est magnifique. Mais par contre, la course, une réalisation catastrophique. On voit pas le chrono affiché, on voit l'heure tout simplement du départ. C'est quand même fou à ce niveau-là de pouvoir avoir une réalisation aussi horrible. On voit un drone qui filme d'en haut, on ne comprend pas ce qui se passe. On voit Tia Johnson et Masai Russell avoir un super écart avec les autres filles, notamment Kendra Harrison, tu l'as dit, qui finit en 12,40. Mais on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas ce qui se passe et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Par contre, ces deux filles-là, elles ont du feu dans les jambes. Il y a Masai Russell qui se rapproche à 5 centièmes du record du monde de la Nigériane Toby Amusan. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Ce record-là, il devrait exploser. Ouais, attention, après, il va falloir être un peu indulgent sur la prochaine compétition que vont faire ces athlètes, parce que, bon, là, les conditions étaient exceptionnelles. On le sait, la piste exceptionnellement rapide aussi, donc il va falloir qu'elle retrouve ces conditions-là, parce que si la prochaine course Masai Russell fait 12-30 ou 12-35, on va dire oh là là, elle est moins en forme et tout, alors que voilà, ça sera quand même de bonnes performances. Voilà, je voulais un petit peu juste nuancer ça. Bon, il y a
Il y a une petite anecdote que je voulais partager avec vous qui m'a beaucoup fait rire sur Tia Jones, donc qui finit deuxième en 12-19. Stéphane, est-ce que tu connais le record aux 100 mètres de Tia Jones avant Miami ce week-end? Je suppose qu'il est moins important que 12-19. Son record aux 100 mètres date de 2018 avant d'avoir, parce que ce week-end, elle a couru le 100 mètres en deuxième journée, elle a fait 11,50, ce qui est son nouveau record sur 100 mètres. Mais avant ça, son record officiel sur 100 mètres, c'était 12,23. Et donc là, ça veut dire que pendant quelques heures, pendant une journée entière, elle a eu un record aux 100 mètres haies, mieux que son record aux 100 mètres sans haies. Et moi, je trouve ça vraiment super rigolo. Ça m'a beaucoup fait rire, donc je voulais le partager avec vous parce que c'est quand même pas commun sur des athlètes de si haut niveau, à mon avis. Et voilà, moi c'était la petite chose qui m'a fait sourire. Mais voilà, Tia Jones, Masai Russell, on va les suivre. Mais attention, c'est ni l'une ni l'autre qui ont gagné ce week-end. Le groupe de compétition est courte. C'est Akera Nugent, la Jamaïcaine, qui a gagné avec 18 points. Elle a été placée. Elle a fini troisième sur le 100 mètres haies et elle a fini première du 100 mètres avec une vraie belle perf, hein, 11,09 pour une spécialiste des haies. C'est vraiment très solide. Ouais, mais effectivement, mais je pense qu'il y a un débat à se lancer un peu, Alex, là-dessus, notamment par rapport à Russell qui a fini seulement, entre guillemets, quatrième en 11,40 du 100 mètres. On l'a vu super déçu parce qu'elle ne gagne pas au total de points, tu l'as dit. Mais est-ce que si elle progresse sur 100 mètres, Masai Russell, elle va pouvoir passer peut-être un jour sur les moins de 12 sur les. Ben moi, je suis pas convaincu. Je pense que là, elle atteint vraiment ce qu'il faut pour être à bonne distance des haies. On sait que si elle est trop proche des haies, elle va impulser un peu plus vers le haut. Là, elle rentre bien dans ses haies. Elle a le compromis parfait. Peut-être que toute sa saison, elle va tourner autour de 11,40, 11,30 sur 100 mètres et qu'il va pas falloir qu'elle descende ces chronos-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Bah, je pense que si elle progresse sur le 100 mètres, ça va pas être un problème sur les haies, mais parce qu'elle va continuer le travail spécifique, mettre de la cadence, faire tourner les jambes, ça va continuer de se travailler là-dessus à l'entraînement. Mais c'est sûr que si on est très rapide sur 100 mètres, ça veut pas dire qu'on va être bon sur les haies parce qu'il y a le côté technique. Et si on est lent sur le 100 mètres, ça veut pas dire non plus qu'on va pas être bon sur le 110 mètres haies ou sur le 100 mètres haies, parce que bah, c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un compromis qu'on doit trouver entre la vitesse, le déplacement, faire avancer le bassin, le franchissement. Il y a le côté technique qui est hyper important. Donc, euh, donc c'est vraiment le meilleur compromis qui l'emporte en général. Mais je souhaite quand même l'avoir descendre le chrono sur 100 mètres. Ça sera sympa de l'avoir gagné un grand slam track. Ce serait bien. Ouais, effectivement, elle a été super déçue quand même de cette perf au 100 mètres. Je pense qu'elle s'attendait à beaucoup moins. On a parlé des haies hautes filles, on va vous parler des haies hautes garçons. Sacha Zoya, on vous l'avait annoncé, c'était un des favoris, mais attention à Trey Cunningham. Dans le précédent podcast, on l'avait vu avec Alex, il avait un profil pour gagner le 110 mètres haies et le 100 mètres. Ça a pas loupé. Trey Cunningham, l'américain 13,00 110 mètres haies, qui bat son record. Sacha Zoya deuxième en 13 secondes 06. Lui, il explose aussi son record, Sacha Zoya. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a déjà couru plus vite, mais avec trop de vent à Albi, avec un vent beaucoup important. Là, il fait 13,06, vent régulier. Mais il finit aussi deuxième au classement général. On l'avait retrouvé à Kingston avec beaucoup d'envie, d'engagement. Il avait fait 100 000 dollars de gains. Là, il est à 50 000 dollars parce qu'il finit pas premier, il finit deuxième derrière Trey Cunningham. Il fait un super 100 mètres en deuxième journée. Il prend une très belle troisième place en 10 secondes 36 là aussi. Il bat, voire il explose son record. Ça veut dire que sur ces 2 journées de compétition au Grand Slam Track à Miami, il bat son record sur 110 mètres haies et sur 100 mètres. Ouais, complètement, tu l'as dit, la transition était à mon avis un peu, entre guillemets, loupée. Alors, il y a des temps qui sont annoncés sur le site du Grand Slam Track qu'il faut prendre un peu avec des pincettes. Il y a beaucoup d'erreurs sur ces GPS qui sont intégrés dans les dossards ou dans les débardeurs ou dans les brassières des filles. On en a vu quelques-uns même tomber de ces GPS. Donc ça, c'est assez fou de le signaler. Mais Trey Cunningham, on l'a pas dit, mais il finit en 10 secondes 17 au 100 mètres, ce qui est une très grosse performance. 10 secondes 17 pour un coureur de haies, c'est du très lourd. Lui, il passe apparemment en 6 secondes 67 au 60 mètres sur ses temps de passage sur ce 100 mètres là où il finit en 10-17. Ça me paraît être assez cohérent. D'après moi, parce que lui, il a un record à 6,67 en hiver, en salle, donc c'est possible. Sacha Zoya, il est annoncé en 6,71. Donc là, ceux qui nous écoutent, les sprinters, se disent, ok, 6,71, il finit en 10,36, oui, ça paraît possible, mais attention, on a déjà vu qu'il y avait des bugs sur ces temps de passage-là, il faut faire attention à tout ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, 10,36, pour moi, c'est quand même un très bon temps.
Ouais, c'était vraiment, de toute façon, c'est deux records personnels, donc ça monte en puissance. À noter aussi les 10-20 et les 13-10 de Jamal Britt, l'américain, pardon, qui avec cette performance, se positionne comme un gros prétendant aussi au 100K sur une édition. S'il n'y a pas Trey Cunningham ou si Sacha Zoya n'est pas là ou est moins en forme, bon, franchement, il va monter en puissance, ce Jamal Britt, et on a hâte de le revoir courir. Moi, il y avait quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi sur les haies hautes, c'est Cunningham, on en a parlé, 13-0-0, c'est son record personnel. Avec cette performance, Trey Cunningham, il est à l'heure actuelle seulement le 6e américain en carrière, c'est-à-dire des athlètes qui courent en ce moment. C'est-à-dire que devant lui, tu as Grant Holloway, tu as Devon Allen, tu as Freddy Crittenden, tu as Cordell Tinch, on l'a vu ce week-end en Chine, et il y a Daniel Roberts, qui est vice-champion olympique. Et lui, avec 13-0-0, il est seulement le 6e américain. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les trials américaines pour se qualifier pour Tokyo vont être passionnantes. Parce que Jamal Britt, il est donc le 7e américain à l'heure actuelle. On connaît presque déjà tous les potentiels finalistes, mais qui va se qualifier pour Tokyo? Alors sachant qu'à Tokyo, il y aura 4 places, hein, parce que Grant Holloway est tenant du titre de champion du monde, donc il aura une wild card, et les trois, donc il y aura quatre places, notamment certainement les 4 premiers des championnats américains ou les 3 premiers hormis Grant Holloway. Donc on a hâte de voir ça, et potentiellement 1, 2, 3 pour États-Unis à Tokyo, mais on espère que Sacha Zoya viendra perturber tout ça. Ouais, effectivement, Sacha Zoya, 13-06, on vous le rappelle, c'est le troisième meilleur performeur de l'histoire français, après Pascal Martineau-Lagarde qui détient le record de France en 12,95 et Ladji Doucouré en 12,97. Ça veut dire que Sacha Zoya, très clairement, son objectif maintenant, c'est de passer la barrière des 13 secondes. On le sait, l'étape qu'il faut franchir pour être un des meilleurs euh, de l'histoire, tout simplement. C'est clairement son objectif. On le sait, il avait annoncé, maintenant il veut passer en 12. Ça, c'est possible. À noter quand même que Willem Bellossien, il était engagé dans cette course. Il avait été invité un peu au dernier moment sur 110 mètres et 13 secondes 47. C'est plutôt une rentrée correcte pour lui qui avait fini la saison assez tard cet hiver au championnat du monde à Nanjing, en Chine, en salle. Il a pas fait le 100 mètres apparemment à cause de la chaleur, des malaises. Alex va nous dire un peu plus, mais par contre, il empoche $10 000 quand même pour avoir couru en 13,47 sur le meeting du Grand Slam Track la première journée. Et ça, c'est fou de le souligner, c'est $10 000 sur une course. Ouais, apparemment, Willem, il est arrivé aux États-Unis et il a fait 2 malaises donc dans la journée où il est arrivé là-bas. Les médecins lui ont laissé quand même faire le 110 mètres haies, 13,47. On a vu, il a fait plutôt une bonne première partie de course, une deuxième partie un petit peu plus poussive. Mais apparemment, il se sentait peut-être pas très bien. Il a peut-être pas aussi envie de faire le 100 mètres. Il était, ouais, comme tu dis, il est venu. Il l'a dit dans une interview, il est venu pour l'argent également. Donc, il a pris peut-être ses $10 000. Après, je sais pas s'il y a pas des clauses. Si tu fais pas les deux courses, ben peut-être que tu prends pas 10 000 quand même. Ça me semblerait logique de la part de Michael Johnson d'avoir mis quelques clauses allant dans ce sens. On aura peut-être l'info un de ces jours. On pourra même demander à Willem peut-être. Mais ouais, l'océan, rentrée poussive, il est parti là-bas pour l'argent. Écoutez, on va pas lui lancer la pierre, hein. On aurait peut-être fait pareil à sa place. Donc voilà, il y en a un qui gagne beaucoup d'argent aussi et qui risque de gagner beaucoup d'argent, c'est Alison Dos Santos sur les haies longues, 400 mètres haies, 400 mètres. Bah voilà, il est sur une bonne dynamique. Il est intouchable sur le 400 mètres haies, 47,97 pour lui là-bas. Il a une seconde de marge sur le deuxième, un peu moins bien qu'à Kingston son chrono, mais bon. Sur le 4H, on sait qu'il y a différents facteurs qui permettent de plus ou moins bien courir. Sur le 400 mètres, par contre, il a fait une seconde de mieux qu'à Kingston. Donc on sait qu'à Kingston, il y avait beaucoup de vent, notamment de face dans la dernière ligne droite. Et là, il a couru le 400 mètres Dos Santos le troisième jour. Et le troisième jour, il n'y avait pas de vent. Et c'est quand même mieux de courir un 400 mètres sans vent. On peut bien répartir son effort. On peut avoir nos repères qu'on a d'habitude à l'entraînement, parce qu'en général, on s'entraîne quand même sans vent. C'est très très costaud, 44,54 pour lui. Je crois qu'il met 1 centième à son record, qui était de 44,55 avant. C'est vraiment une très belle perf pour un spécialiste du 400 mètres haies. C'est mieux que le record de Karsten Warholm qui est de 44,87, mais c'est un peu moins bien que le champion olympique Ray Benjamin qui fait 44,21 et qui lui est titulaire dans l'équipe des États-Unis du 4x4. Mais voilà, Dos Santos, il est en balade de santé là-bas. On a cru qu'il allait se faire accrocher sur le 400 mètres, mais
Robinson, l'Américain qui avait fait 44-15, je crois, il y a quelques jours. Bah, là, il a moins bien fait et Dos Santos se dirige vers les 100 000 dollars à chaque étape. Et grand bien lui fasse. Ouais, ça c'est sûr, tu l'as dit Alex, Alisson Dos Santos, il est clairement intouchable. Je m'attendais un peu mieux sur le 400 mètres haies. 47,97, c'est une très très belle perf, mais je pensais qu'il allait répondre quand même à Karsten Warholm qui avait fait 47,28 en Chine à Kekao, alors qu'il avait pour moi loupé sa course, on en a parlé la dernière fois. Mais Dos Santos, il fait son petit truc, il est dans son délire, il est dans le kiff, il est là, il empoche ses 100 000 dollars, il a l'air plutôt à l'aise d'être sur ces meetings-là. Donc franchement, quoi dire de plus? Rien à part qu'il fait encore une fois 24 points. Et à mon avis, il va faire 24 points à chaque compétition. Ça, c'est sûr. Ouais, il y avait un Français aussi sur ce groupe d'épreuves. Il y avait Ludwig Vaillant, donc qui a fait 50-38 sur le 4H pour sa rentrée, ce qui est pas mal. Hein, on va pas se mentir. Il a galéré ces 2 dernières années. Il revient 50-38, c'est bien. C'est cool pour lui qu'il ait été invité. Pareil, hein, il est allé prendre un petit peu d'argent. Lui, il prend un peu plus que 10 000 dollars parce qu'il finit septième du cumulé des deux épreuves. Il prend 12 500 dollars, Ludwig Vaillant, ça va lui faire du bien, il va pouvoir se faire plaisir. Il a fait 47-22 au 400 mètres, ce qui est un peu moins bien que ce qu'il avait fait en rentrée. Il avait fait 47-10 le mois dernier, au mois de mars, oui, au mois de mars, je crois. Donc voilà, Ludwig Vaillant, on espère le revoir, peut-être pas forcément sur une prochaine étape du Grand Slam Track, parce qu'il a peut-être pas convaincu Michael Johnson, mais on le reverra en Europe ou sur le circuit international avec grand plaisir. Et on va enchaîner avec le sprint court. Et là, franchement, il y a eu de la performance, Stéphane. 100 mètres, 200 mètres, masculin. On s'est régalé. C'était franchement, là, je dois l'avouer, c'était vraiment cool. On l'attendait. Stéphane, il a poussé un petit coup de gueule sur le niveau du 100 mètres mondial en ce moment, notamment en Diamond League avec Simbine et les compères là-bas du côté de la Chine. Mais là, ça s'est réveillé aux États-Unis à Miami avec un bon vent dans le dos qui fait plaisir à Stéphane, plus 2,4 et des performances en veux-tu en voilà, notamment avec 9,79 pour Kenny Bednarek qui explose son record. Ça sera pas officialisé parce qu'il y avait trop de vent. Son record c'est 9,87, là il fait 9,79. Franchement, c'est super solide et il y a quand même quatre athlètes en moins de 9,90, Stéphane. Ouais, je vous l'avais dit, j'avais été déçu à Kekao, plus en Diamond League que par les athlètes, évidemment. Mais là, franchement, là, on peut pas être déçu. 4 athlètes en moins de 9,90. Très, très rare de voir ça en meeting. Souvent arrivé sur les trials américains. Mais sur un meeting en mai, je pense que c'est peut-être du jamais vu. 6 athlètes en moins de 10 secondes, dont Kenny Mednarek, tu l'as dit, 9 secondes 79. Pour rappel, 9 secondes 79, vent favorable, ok, mais c'est ce qu'a fait Noah Lyles et Clincham Thompson pour finir premier et deuxième des Jeux Olympiques de Paris. Donc là, on assiste peut-être à l'émergence de Kenny Mednarek, peut-être le nouveau roi du sprint cette année. Moi, je le vois bien, peut-être, être champion du monde à Tokyo cet été, en septembre. Je vous le dis maintenant, on est en mai. Je pense qu'il va gagner le 100 mètres et peut-être le 200 mètres, on va y revenir après. Ce vent favorable de 2,4, il est à peine trop favorable, c'est 2,0, on le sait. Les filles sur les ont 2,0, là c'est 2,4. Ok. Mais par contre, Kenny Mednarek, 9,79 en mai, il va nous faire un 9,70, 9,69 dans un mois et demi. Tu annonces, Stéphane. Je prends les paris. J'avais été déçu à Kekao parce que les perfs étaient pas comme je l'attendais. Et là, franchement, qu'on vienne pas me dire que c'est la saison, parce que là, la saison, elle est très très bonne. Ces athlètes-là, ils sont là pour perfer. Oblique Sévier qui fait 9,84, c'est aussi une très très belle performance. Hein, 9,84 pour lui qui avait déjà fait 9,81 sans le vent, c'est super. On le voit un peu boiter à la fin de la course. On se dit oulala, il va pas faire le 200 mètres, mais pourtant il fait le 200 mètres le lendemain. Hakeem Blake, 9,85, je crois beaucoup en lui aussi, ce jeune Jamaïcain. Les États-Unis, les Jamaïques, la dominent très très fortement le sprint mondial, à l'absence, à mon avis, de Tebogo qui devrait se réveiller, j'espère bientôt. Et à noter quand même Zarnell Hughes qui revient après Kingston où il avait été un peu décevant d'après moi. Là, il fait 9,87. C'est aussi une très très belle performance pour l'anglais. Attention, moi je vais encore jouer le rôle du mec rabat-joie, mais le plus de 4, il aide énormément. La piste est aussi extrêmement rapide, un peu à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le 100 mètres féminin. Il va pas falloir leur tomber dessus à ces gars-là si à la prochaine course Bednarek qui fait 9,95 et que c'est moins comment dire, ça envoie moins des paillettes dans les yeux. Euh,
franchement, c'est très bien. On est trop content de voir du moins de 9 secondes 80 au 100 mètres. Franchement, ça fait trop plaisir de voir ça. Mais voilà, je préfère rester un petit peu rabat-joie là-dessus et me dire que faut pas banaliser non plus 9,79. Tu l'as dit, c'est la perf qu'ont fait Noah Lyles et Shane Thompson pour être champion et vice-champion olympique dans un stade couvert, fermé, avec une pression maximale, avec une tension maximale. On s'en souvient. Voilà, ça sera pas tout le temps les mêmes conditions pour Bednarek, mais je suis d'accord avec toi, il est en train de devenir vraiment un personnage central et incontournable du sprint mondial sur 100 mètres et sur 200 mètres. Donc les duels avec Noah Lyles notamment s'annoncent très prometteurs. J'ai hâte de voir ça. Mais j'ai été un peu déçu quand même sur ce 200 mètres de Kenny Bednarek. Je m'attendais à un peu mieux. Alors 19,83, meilleure performance mondiale de la saison 2025, qui rivalise avec les coureurs de sprint long dont on va vous parler juste après, qui ont fait un tout petit peu moins bien. Mais Kenny Bednarek, record à 19,57 l'année dernière, je m'attendais à un peu mieux. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fin de course, je l'ai trouvé un tout petit peu plus bas sur sa foulée, un peu plus crispé. Lui qui est très relâché, qui est très zen sur sa course, très technique, très fluide, très lucide, je l'ai trouvé un tout petit peu moins frais que son 9,79 qui a dû peut-être laisser des traces. Ouais, bah il a fait certainement. C'est une course du mois de mai au final. Il manque peut-être de spécifiques sur 200 mètres pour bien finir. Et encore, moi je trouve qu'il finit pas trop mal. Après peut-être qu'il relâche un peu aussi parce qu'il voit qu'il va gagner, il profite un petit peu. Moi, le défaut que j'ai trouvé dans la course de Bednarek sur le 200 mètres, c'est je trouve qu'il fait un départ tonitruant, vraiment un super départ. Et je trouve que sa sortie de virage, transition avec ligne droite, elle est un petit peu elle est pas fluide. Il y a son bassin, il bouge un peu à droite à gauche, il est pas encore fixé. On sent qu'il manque un tout petit peu de repère encore, mais bon, on va pas lui jeter la pierre. On est tout début mai, ça me semble un petit peu normal. Et après, qu'il craque sur la fin de course, pareil, je trouve que c'est normal à cette période de l'année, parce que s'il nous avait sorti 19,50, qu'est-ce qu'il va faire au mois de septembre à Tokyo? Il va faire 18,9. Bon, ben ok, on est d'accord, nous, y a pas de souci pour ça. Non, c'est vrai, tu l'as dit, il faut être un peu patient, mais j'avais tellement hâte de voir ces sprinteurs-là courir à Miami que je me dis qu'on pourrait faire un peu mieux sur le 200 mètres du sprint long. On attendait vraiment cette épreuve, mais on a eu une révélation sur 200 et sur 400 mètres avec l'Américain. Encore une fois, les Américains sont très très forts. Jacory Patterson, c'est la révélation du Grand Slam Track d'après moi. Je Ah, me, ben, lui, il a fait parler de lui ce week-end. Là, on a tous vu, tout le monde a repris un petit peu son parcours. Et alors ça va plaire à Michael Johnson et aux Américains parce qu'ils adorent les histoires un petit peu atypiques. Il a même pas gagné en plus hein, sur le cumul des points. Il a fait une énorme perf sur le 400 mètres, 43,98, monstrueux, meilleure performance mondiale de l'année. Voilà pour ce garçon, Jacory Patterson, qui est livreur, qui travaille chez UPS. Voilà, tout le monde a repris un peu l'info et l'anecdote. Il travaille à mi-temps chez UPS et à côté de ça, il s'entraîne. Mais c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est pas le livreur qui vient vous livrer vous chez vous. Hein. Euh, c'est un mec qui a un record à 10 au 100 mètres, à 20 au 200 mètres, qui fait 43,98. Donc voilà, ça semble logique avec une belle répartition d'efforts. Hein. Il est cinquième à la mi-course et il finit premier. Il a bien géré son effort. Il passe en 21,52, je crois, aux 200 mètres. Donc voilà, ça fait 21,52 et 22 et 22,50. Donc somme toute une course très 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 logique. Donc Jacory Patterson à suivre hein, pour le 400 mètres, mais c'est quand même pas lui qui a gagné. Qui c'est qui a gagné, Stéphane, dans ce groupe de compétition? C'est Jeremy Jérém, Richards. et tu l'avais annoncé. Et tu l'avais bien vu, Alex, parce que moi, j'étais pas trop d'accord avec toi. Je pensais qu'on allait voir un tout petit peu plus Matthew Hudson-Smith, l'anglais, qui a été plutôt décevant, même s'il est régulier sur ses performances-là. On le sent un tout petit peu limite en ce début de saison. J'espère que ça va monter la forme pour lui. Mais Jeremy Richardson, tu l'as dit, ce profil-là, 200-400, lui convient parfaitement et sur 200 mètres. Première journée 19,86, c'est Jeremy Richardson qui avait pris la meilleure performance mondiale de la saison avant que Kenny Bednarek le batte le lendemain Ouais, du bah, jour. Jeremy Richards, c'est un mec qui a des références sur 200 et sur 400. C'est pour ça que moi j'en faisais mon favori. Apparemment, il était malade à Kingston il y a un mois. Là, il a eu le temps de se soigner et c'est sûr que c'est le mec qui est calibré pour ce type de compétition. 200, 400, voilà. Il a un record à 19,80, il a fait 19,86. Sur le 400, il a déjà fait 43 et quelques. Il a fini quatrième au JO de Paris. Franchement, moi je sens qu'il va dominer le circuit du Grand Slam Track et c'est cool parce que c'est un mec qui fait un peu le show aussi, donc on aime bien, et on va prendre du plaisir à
à le suivre et on a pris aussi beaucoup de plaisir à suivre Ryan Zezé sur ce tour de piste et ce demi-tour de piste parce que c'est pareil. Moi, quand on avait parlé de Ryan Zezé et sa polyvalence, j'avais dit que Zezé, il avait un peu un profil à la Richards. Alors, pour l'instant, il est beaucoup moins fort, mais il a ce profil-là de coureur de 200 qui peut monter sur 400 et être performant sur 400. On l'a vu, il a fait 20-43 là aux 200 mètres. Je pense qu'il était un peu déçu. On était un peu déçu pour lui parce qu'il avait fait des chronos en 20-10, 20-0 un peu vanté ou en altitude aux États-Unis en début de saison. Ryan Zezé, là il fait 20-43, il finit cinquième. Mais par contre, le lendemain sur le 400 mètres, il a envoyé une belle performance. Il bat son record. Après, c'est normal, c'est une discipline qu'il découvre. Il risque de progresser assez régulièrement pour un début. Là. Mais il fait 45-21. Il était couloir 1 en plus, donc pas évident avec ses grandes jambes. Il finit sixième de la course. Et franchement, c'est un athlète, Ryan Zezé. Je pense que s'il continue à bien s'entraîner, là, il va pouvoir vite passer sous les 45 et devenir faire partie des tout meilleurs Français de tous les temps. Avec ce perf-là, il se classe 9e Français de tous les temps. Il toque à la porte du relais 4x4. Hein. Franchement, Emmanuel Urruguin, c'est obligé, le sélectionneur français, que ça y est, là, il va lui passer un coup de fil, il va lui dire bon, maintenant, on va peut-être commencer à compter sur toi sur le relais 4x100 et le relais 4x4. Et ça, moi, j'ai hâte de le voir parce qu'on en a parlé dans l'épisode Ryan Zezé, la spéciale qu'on a fait sur lui. Allez l'écouter d'ailleurs si vous l'avez pas écouté. Mais Ryan Zezé, il peut prétendre à être qualifié au championnat du monde de Tokyo sur le 200 mètres, sur le 400 mètres. Peut-être, on va voir, mais je pense qu'il a des chances. Et faire le 4x100 et le 4x4, c'est un mec qui peut faire 4 épreuves sur un championnat. Et en France, c'est des choses qu'on a très rarement vu à mon avis, voire même jamais. C'est plus un profil américain. Donc on a hâte de suivre la saison de Ryan Zezé. Très polyvalent. À noter qu'il était au couloir 1 en 45-21, donc ça aussi c'est à souligner, avec un temps de réaction franchement catastrophique, quasiment 300 de temps de réaction. Là où les meilleurs font 0,180, 0,190, lui fait 0,290, quasiment 300. Donc ça, c'est beaucoup à prendre aussi avec des pincettes, les statistiques. Mais il passe aux 300 mètres en 32 secondes 43, ce qui est un très très bon chrono, mais c'est un chrono pour faire 47, 44, 5, 45, 44, 6. Il explose complètement la dernière ligne droite, il finit en 12 secondes 78. Il a, à mon avis, 5 dixièmes à gagner sur cette même configuration de course. Ça va venir avec l'expérience. L'enchaînement des courses est super important sur 400 mètres. La prochaine course qu'il va faire, et j'espère qu'il va être invité franchement à Philadelphie par Michael Johnson, avec un meilleur couloir, il va faire un 44-5, 44-6, je te le dis Alex. Ah ouais, t'es chaud toi. Ouais, je pense que ça va être le cas. On espère parce que il sera pas loin du record de France de Leslie John et surtout s'il fait moins de 44-80, il va se positionner comme le deuxième Français de tous les temps. Parce que je crois que Marc Racchi a fait 44-81 ou 82 quand il fait podium à Paris en 2003. Et Leslie John, record de France en 44-4. Donc ouais, moi je le vois sous les 45, mais peut-être pas en 44-5. Mais on va voir, On va voir. On prend les paris, on en reparlera de toute façon, c'est une certitude. Et maintenant on va parler de la star de ce Grand Slam Track. Mais c'est tellement une star, et elle domine tellement la discipline presque on est blasé par ce qu'elle fait. C'est Sydney McLaughlin qui a écrasé la concurrence sur le 400 mètres haies. 52,07 avec 2 secondes d'avance sur la deuxième. Elle fait beaucoup mieux qu'à Kingston. Elle a fait 52,76, la 52,07, donc 7 dixièmes de mieux. Ça monte en puissance. C'est propre, c'est une routine, c'est une balade. Elle est là, c'est l'entraînement qu'elle fait. Et sur le 400 mètres, pareil, elle fait 49,70, ce qui est une perf très importante, très forte pour une spécialiste du 4H, même si on le sait, McLaughlin elle vaut 48 quelque chose quand elle est en pleine forme, mais pareil là elle met encore 2 secondes d'avance sur la deuxième de la course, Anna Hall d'ailleurs qui a fait vraiment une très bonne figuration, la spécialiste des épreuves combinées qui là s'est testée sur 4H et sur 400 mètres. Elle finit deuxième du 400 quand même, et je crois qu'elle finit troisième ou quatrième du 4H, donc très belle compétition pour elle, mais ouais, McLaughlin qui écrase la compétition et qui se positionne. Il y a très peu de suspense quant à savoir qui va être l'athlète féminine de ce Grand Slam Track. C'est la star internationale de ce Grand Slam Track. Stéphane, je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense qu'elle domine beaucoup trop le circuit. Je vois pas comment rivaliser à moins qu'elle change de catégorie d'épreuve
peut-être descendre sur 200, 400 avec une Nasser ou une Paulino pour peut-être avoir un peu de rivalité, mais là il y a même pas match. C'est l'athlète la plus dominante du circuit du Grand Slam Track. Donc il y a des ratios qui existent sur le site du Grand Slam Track et on vous invite à aller voir ce super site qui nous permet de se dire que c'est la fille la plus avec la tête a plus de marge, en tout cas, c'est celle qui a le plus de marge, ça c'est sûr. Par contre, pour revenir assez rapidement sur son 400 mètres en 49,70, moi j'ai pas trop aimé cette foulée. Elle est partie en surfréquence, très bas sur les appuis. On aurait dit qu'elle était dans une routine. Elle force pas trop, tu l'as dit, c'est peut-être de l'entraînement, peut-être qu'elle s'est tapée un 300 mètres après, on le sait pas, sur le terrain d'échauffement, mais en tout cas, elle se balade aisément. Attention quand même, c'est pas une inquiétude, mais c'est peut-être un petit débat à se lancer. Elle est très loin de ses records, vachement loin de son record du monde du 400 mètres haies, 50-37 réalisé à Paris, sous nos yeux avec Alex, aux Jeux Olympiques l'année dernière en 2024. Là, elle fait 52,07. Certains athlètes ont des profils à se rapprocher de leur record personnel très tôt dans la saison. Elle, je pense que c'est une athlète des championnats, mais j'espère que ça va descendre et qu'elle va nous retaper un chrono dans les 50 assez rapidement. Pourquoi pas aller chercher moins de 50 dans l'année ou l'année prochaine. T'es vraiment exigeant, Stéphane, quand même. Je suis exigeant. T'es vraiment très exigeant parce que 52,07 c'était le record du monde avant que C'est McLaughlin vrai. et Dalila Mohamed ne viennent dominer la discipline depuis 2019, on va dire. Mais oui, c'est sûr que McLaughlin, elle est loin de ses échéances. On sait qu'elle prépare, elle, ce qui la stimule, c'est le grand championnat. Donc là, elle prend ça. Je pense qu'elle prend un petit peu d'argent. Elle se fait un petit peu de notoriété aux États-Unis parce que malgré que ce soit une grande star, c'est pas la plus exubérante, c'est pas la plus avenante avec les médias. Et le fait de faire ce circuit, je pense que ça va lui faire du bien à sa notoriété, même si elle en a peut-être pas forcément besoin. Mais en tout cas, moi je prends toujours plaisir à la voir courir parce que même si t'as pas aimé sa foulée, regarde la foulée de Hannah Hall, tu vas aimer la foulée de McLaughlin. Hannah Je Hall, suis d'accord. c'est un bulldozer. Vraiment, mais elle est impressionnante aussi, hein, mais c'est différent, quoi. McLaughlin, c'est quand même beaucoup plus délié. Sur le 4H, McLaughlin, on a l'impression qu'il n'y a pas de haies. Et quand on fait des haies, c'est notre objectif. C'est de se rendre ça facile, et de donner l'impression que c'est facile. Et pour elle, tout semble facile. Moi, je suis sous le charme de la foulée de Je McLaughlin. vois ça, je vois ça. Qu'on s'entende. Il y en a une autre qui a une foulée magnifique et je suis sous son charme aussi, c'est Gaby Thomas. On l'attendait, elle, pour le coup, elle a pris des risques un petit peu, elle a changé de groupe d'épreuve. Elle avait dominé le sprint long 200-400 à Kingston et là elle est descendue sur le sprint court 100-200 et on l'a vu, hein, elle était aux prises avec Melissa Jefferson qui avait fait le doublé à Kingston, qui avait gagné le 100 et le 200 et là on attendait un petit peu de les voir, on n'était pas tout à fait d'accord Stéphane et moi. Stéphane voyait Melissa Jefferson l'emporter au général et moi j'avais quand même misé sur Gaby Thomas. Spoiler alerte, c'est Stéphane qui a gagné nos pronostics, c'est Melissa Jefferson qui a gagné l'ensemble des compétitions avec 10,75 au 100 mètres, plus de 4 devant aussi, donc comme chez les garçons sur le 100 mètres, le vent plus de 4 et qui a permis de faire beaucoup de très bonnes performances. On a été vraiment impressionnés. Tamara Davis, l'américaine de 22 ans, qui fait deuxième en 10,79. Franchement, c'est fou. Tu le dis, Stéphane, cette jeunesse américaine là entre 20 à 25. Ils ont des talents dans beaucoup d'épreuves et on va se régaler dans les années à venir. Mais Gaby Thomas, quand même, qui bat son record aussi sur le 100 mètres en 10,97, qui finit quatrième de la course. Elle avait un record à 11,00. Alors pareil, le record ne sera pas homologué, il y a trop de vent, mais elle est déjà au niveau de ses meilleurs perfs sur 100 mètres. Ça c'est vraiment cool pour Gaby Thomas. Et là où elle a fait un très bonne impression, c'est sur sa discipline, la championne olympique, là où elle est championne olympique, le 200 mètres, Gaby Thomas, 21,95. Si tôt dans la saison, c'est fort. C'est pas la meilleure performance mondiale de l'année parce que Julian Alfred avait fait 21,88, si je dis pas de bêtises. Donc, mais Gaby Thomas, on sait, elle est comme McLaughlin, elle se prépare pour les grands championnats et elle sera vraiment forte à mon avis à Tokyo. Et ce profil de Gaby Thomas, c'est un peu le Jérém Richards, un peu de ce que tu disais, 100, 200, 400. Gaby Thomas en 21,95, c'est du très costaud. Alors c'est un peu dans ses standards, hein, franchement, on va pas vous mentir, elle a déjà couru assez régulièrement sous les 22, voire 21,80. Son record c'est 21,65 aux Jeux Olympiques à Paris. Donc elle est vraiment sur cette lignée de l'année dernière, 2024. Melissa Jefferson, par contre, moi j'y crois beaucoup parce qu'elle bat son record aux 200 mètres. Tamara Davis également, 22,05 pour Tamara Davis et 22,15 pour Melissa Jefferson.
c'est un peu les jeunes au pouvoir, j'ai envie de dire, comme un peu les hurdlers, Masai Russell et Tiana Jones. Franchement, ces 4 filles là, on rajoute Gabi Thomas et peut-être que j'en oublie le relais 4x100 américain. On a rarement eu de ces filles de ce calibre-là, en tout cas, et j'ai vraiment hâte des chronos qu'elles vont faire. Mais Gabi Thomas, c'est le sourire, elle est pétillante et franchement, elle représente vachement bien le Grand Slam Track. C'est un peu l'opposé, tu l'as dit, de Cindy McLaughlin qui est très réservée, qui est un tout petit peu froide, on peut l'imaginer un peu comme ça en tout cas. Mais Gabi Thomas, c'est l'opposé et ça fait du bien d'avoir ça sur le sprint. Ouais, c'est vraiment pour ces personnes-là qu'on suit aussi le Grand Slam Track, ça les met en lumière, ça les met en valeur et on a vu un petit peu les reportages avant les courses et entre les courses là, euh, qui mettaient le focus un petit peu sur un athlète plus que les autres et franchement c'est intéressant et on apprend un peu des choses sur les athlètes. On avait vu celui sur McLaughlin aussi, on comprend un peu pourquoi elle est comme ça, c'est peut-être aussi sa foi, sa croyance, elle est très 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 religieuse elle. Comment dire, elle a une foi vraiment profonde et voilà, on sait que les principes de certaines religions, c'est aussi d'être très très humble, très très modeste, très voilà, c'est un peu ça c'est ce qu'on voit chez McLaughlin en tout cas, donc ça explique un petit peu son personnage et c'est des reportages qui sont assez sympas. Pour revenir un petit peu sur Gabi Thomas, elle avait donc ultra dominé le groupe de compétition sprint long. Là, elle est passée sur le sprint court, elle s'est fait battre. Mais en l'absence de Gabi Thomas, là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il y a Nasser et Paulinho qui se sont régalés sur le groupe de sprint long, 200 mètres et 400 mètres avec une belle montée en puissance de Paulinho qui s'était fait battre, qui avait fait troisième du 400 mètres à Kingston. Donc je pense qu'elle était un petit peu déçue et même un petit peu choquée de ça parce que la perf était bonne. En plus, elle avait fait 49 et quelques, c'est très bien en rentrée, mais elle s'était fait battre par Nasser et par Gabi Thomas. Alors que elle, depuis son année 2024, elle avait été invaincue en compétition. Donc là, elle arrive sur 2025, elle fait sa première compète et elle se fait battre non pas par une personne, mais par deux personnes. Donc elle a dû un petit peu se remettre en question, ça a dû la piquer dans son orgueil et on a vu ça ce week-end parce que là, Paulinho, elle fait un peu mieux que ce qu'elle avait fait à Kingston. Nasser fait moins bonne perf, on va pas se mentir, Nasser n'était pas à son meilleur niveau, mais du coup Paulinho gagne le 400 et gagne également le 200 mètres avec un record national en 22-30, très très belle performance. Donc Paulinho qui monte en puissance, ça fait plaisir. On a hâte de voir la fin de sa saison, la suite de sa saison aussi, parce que elle a une foulée pour le coup aussi que je trouve assez magnifique. Je suis très étonné quand même de Nasser qui à chaque course régresse sur 400 mètres notamment. C'est assez étonnant. Alors sachez qu'on vous avez parlé d'une perf de Nasser en 48 57 il me semble en rentrée. Cette performance n'a même pas été homologuée par les deux AF. Donc en fait, sa meilleure performance, c'est bien à Kingston 48-67. Mais à chaque course, ça régresse. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que si elle veut vraiment se préparer pour les championnats du monde à Tokyo, il va falloir que ce soit l'inverse. Donc un peu étonnant ce profil-là. Ouais, on va suivre un peu sa saison. De toute façon, Nasser, Paulinho, elles vont rester sur le groupe de sprint long. À voir ce que va décider de faire Gabi Thomas, si elle va remonter sur le sprint long ou si elle va rester travailler un petit peu entre guillemets son point faible en sprint court. Il y a des interrogations un petit peu comme ça. On va voir comment ça évolue. Là, on va parler un petit peu et on va en parler très brièvement, Stéphane, parce que franchement, on se fait chier totalement sur le demi-fond court comme long. Franchement. On se fait un peu moins chier sur le demi-fond court, mais en tout cas, c'est vraiment, moi je trouve, c'est vraiment le casting n'est pas bon. C'est pas les athlètes qui sont pas bons, c'est le format. Il y a pas de wave light, il y a pas de lièvre, donc nous on est quand même habitués à vouloir voir des grosses performances. Et il disait Michael Johnson qu'il mettait pas de wave light et pas de lièvre pour favoriser les duels. Mais même les duels, franchement, on en est un peu privé quand on voit Grant Fisher qui fait ce qu'il veut et qui part tout seul sur son 5000 mètres pour finir la course, gagner avec un chrono pas mauvais, mais pas bien non plus, juste pour prendre l'argent. Tant mieux pour les athlètes, ils prennent un peu d'argent, mais nous, en tant que spectateurs, je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez, vous, les auditeurs là, qui nous écoutez, parce que franchement, moi, je me suis vraiment beaucoup ennuyé sur les épreuves de demi-fond. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. On l'avait déjà souligné dans le podcast précédent. La petite nuance que je pourrais apporter, tu vois, avec toi, Alex, c'est que Marco Arop, j'ai l'impression qu'il est là pour travailler. Alors, tous les athlètes qui sont là évidemment
pour prendre de l'expérience, pour prendre un peu des repères pour les grandes échéances. Mais lui, j'ai l'impression qu'il fait des séances, il prend des risques, il se cale un peu derrière sur le 1500. Il a quand même battu son record sur le 1500 en 3,35, quasiment 3,36, ce qui est pas trop mal pour lui, mais il fait une 43,69 le lendemain sur 800, sur la fatigue. Je trouve ça vachement intéressant, un peu ce compromis-là. C'est Josh Kerr en tout cas qui remporte le demi-fond court 800-1500, plutôt avec de la facilité, mais Marco Arop, je le vois vraiment travailler dur et je pense qu'il va nous surprendre un peu toute la saison sur 800 en tout cas. Ouais, ben j'espère, mais en tout cas moi ce que j'espère c'est voir, je sais pas, une évolution dans le règlement pour ces Ouais, compétitions parce que je serais toujours frustré sous ce format-là quoi. Après peut-être que mon avis on s'en fout, mais peut-être que vous vous régalez, mais non, moi je trouve il manque quelque chose. En tout cas, on a regardé les Diamond League et ouais évidemment. c'est quand même mieux quand il y a des lièvres, quand il y a la Wavelight et que il y a des bases, des chronos. On va chercher des chronos quoi. Alors l'athlé, ok, c'est du duel. L'essence de l'athlé, c'est des duels, c'est des confrontations, mais il y a les championnats pour ça. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des belles répétitions générales pour les athlètes. Hein. Et ils vont être habitués à comment gérer les confrontations avec leurs adversaires. Ça va être vraiment cool pour eux, pour le demi-fond. Ils vont vraiment prendre des informations sur chacun des adversaires qu'ils affrontent. Et ça, c'est le côté intéressant pour l'athlète en plus de l'argent. Mais voilà, je suis pas fan de la chose en tout cas. Non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi, je me suis régalé sur ce format-là sprint et que ce soit sur les 200, sur les 400, vous l'avez dit, les performances allaient être super bonnes et ça, c'est le cas. Ouais, bah en tout cas on a hâte de voir la suite. Ça sera à Philadelphie à la fin, tout début du mois de juin. Moi, je connais pas trop le stade de Philadelphie. Faudra qu'on regarde un petit peu si c'est un stade champêtre encore une fois ou si c'est un petit peu plus étoffé, plus grand, avec des tribunes un peu plus capables d'accueillir plus de personnes, quoi. Parce que là, 5000, on en a pas parlé en préambule, mais 5000 places assises. Mais en plus des 5000 places assises qui étaient quasiment sold out, je crois, il y avait beaucoup de monde dans les virages, derrière les barrières. Il y avait quand même pas mal de monde. Ça avait une belle atmosphère, une belle ambiance pour ce meeting de Miami. C'était moins vide et moins triste que le Grand Slam Track de Kingston le mois dernier. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, même si il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. Ça faisait comment dire une image sympa à regarder avec de la densité de personnes. Et du coup, ouais, pour conclure un peu ce podcast, là, on va vous parler des athlètes qui sont en lice pour gagner la compétition, le classement général sur les quatre étapes du circuit du Grand Slam Track. À l'heure actuelle, il y a McLaughlin chez les filles qui domine outrageusement, on l'a dit, son groupe d'épreuves, sprint et longues, pardon. Elle a gagné toutes les courses auxquelles elle s'est présentée, donc elle en est à 48 points cumulés. C'est la seule chez les filles à avoir fait le plein comme ça. Donc elle ultra domine, il n'y a pas trop de suspense, savoir si elle va gagner le classement général féminin. Il y a quand même une interrogation, c'est va-t-elle continuer à s'aligner sur ses épreuves de prédilection, 400 mètres haies ou 400 mètres plat, ou est-ce qu'elle va changer d'épreuve un peu comme ce qu'a fait Gaby Thomas pour aller prendre des risques et travailler d'autres choses. On sait qu'elle, elle peut très bien aller faire l'épreuve de sprint long, donc 200 mètres, 400 mètres. On peut même la voir sur l'épreuve de haie courte, 100 mètres haie, 100 mètres plat. Donc voilà, on a hâte de voir ce qu'elle va faire pour savoir si elle va gagner la compétition chez les filles ou si elle va prendre un peu des risques et peut-être même qu'elle gagnera en changeant d'épreuve, hein, parce que si elle fait 200-400, il y a moyen qu'elle gagne aussi. Et chez les garçons, ils sont deux pour l'instant à être en tête du classement cumulé des épreuves. Il y a Alisson Dos Santos qui est donc sur le classement 400 mètres et 400 mètres, a gagné toutes les courses auxquelles il a participé. Donc il a 48 points. Et Bednarek aussi, Kenny Bednarek, qui a 48 points parce qu'il a gagné le 100 mètres et le 200 mètres des deux premières étapes. Donc il risque d'avoir un beau petit duel entre les deux pour savoir qui va gagner. Moi, je mets un petit avantage à Dos Santos qui a quand même une marge incroyable sur les 400 mètres haies. Il a une moins grosse marge sur le 400 mètres plat. Il peut être battu sur le 400 mètres plat, mais voilà, il a quand même une petite marge. Alors que Bednarek, lui, sur 100 mètres, on sait que on fait une faute, on est battu, donc il peut se faire battre. Et sur le 200 mètres, ça va dépendre de qui vont être les challengers, mais il peut aussi être amené à se battre. On imagine peut-être un Tebogo venir faire une pige ou un Noah Lyles venir faire une rencontre, et ça pourrait porter préjudice à Bednarek. Donc à voir
qui va l'emporter entre les deux au classement général. Ouais, il nous faut un invité de marque, une grande star qui va venir un peu défier un Kenny Medarek par exemple, une Alison Dos Santos ou une Sydney McLaughlin. Franchement, c'est ce qui va nous manquer peut-être un tout petit peu sur les deux éditions là qui vont suivre à Philadelphie et à Los Angeles. J'espère qu'on va avoir des super invités. Ouais, franchement, un petit McLaughlin Femke-Ball, ça serait vraiment cool. Un petit Dos Santos, Warholm ou Ray Benjamin, qui est américain, qui est juste à côté, qui aille s'aligner face à Dos Santos, ça serait cool. Ou comme tu dis, un Bednarek, Noah Lyles ou Tebogo. Alors franchement, moi, ça me fait saliver d'avance et on a hâte de voir ça. En tout cas, on vous tiendra au courant des prochaines start lists qui vont sortir à la fin du mois de mai, là, pour juste avant le Grand Slam Track de Philadelphie. Et évidemment, on vous fera un débrief complet de tout ce qui se passe au niveau de l'athlétisme d'ici là. Restez bien connectés avec vous. À très bientôt.